Alors, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents. Bon, alors j'espère que la table ronde va bien se passer. J'ai pris mes chaussettes écossaises porte-bonheur pour m'assurer que ça fonctionne bien. On va commencer par les présentations déjà. Donc, comme l'a dit Estelle, moi je m'appelle Charles Dufour, je suis développeur chez Xebia. Et j'ai eu la chance, dans ma carrière chez Xebia, de travailler avec Jean Dumazy, qui va se présenter après, ici présent, d'Ingenico, et avec également Arnaud de la Porte du Teil au PMU. Donc je vous propose un peu de commencer par vous présenter votre rôle et votre périmètre aujourd'hui au sein du PMU. Arnaud de la Porte du Teil, je suis en charge d'un des 6 domaines opérationnels de la DOSI, du département informatique du PMU. Le PMU est une tech compagnie qui s'ignore, ils ne savent pas qu'ils sont aussi dépendants de l'informatique. L'informatique, ça représente un petit peu plus d'un tiers des effectifs des personnels du PMU. Et depuis les années 98, on a informatisé la prise de Paris et depuis, c'est plus que cœur de métier. Voilà. Ok, merci. Et donc Jean ? Donc oui, Jean Dumazy, donc je travaille chez Ingenico, pas loin d'ici. Je suis product owner sur un produit qu'on appelle MSH Merchant Service Hub. Parce que Ingenico, vous connaissez ou pas, c'est essentiellement les terminaux de paiement, ce qui est visible, mais il y a plein d'autres systèmes derrière. Donc moi j'ai eu la chance aussi de commencer sur un nouveau produit il y a un peu moins de 5 ans, enfin pratiquement 5 ans. Et puis voilà. Donc, alors Merchant Service Hub, c'est quoi ? L'ambition, c'était de proposer des services aux commerçants autour du paiement, puisqu'en fait les banques ont leur propre système, mais le commerçant, à part ce qu'il y a sur son terminal de paiement et le moment où il est payé, il n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça se passe. Donc l'ambition, c'était de lui fournir des services auxquels il n'avait pas accès jusqu'à présent. Ok, donc du coup, oui, en parlant un peu de use case, quels étaient en fait les use cases que vous avez rencontrés sur Ingenico, justement, qui vous ont amené à choisir une plateforme Kafka chez Ingenico ? Alors d'abord, donc comme je l'ai déjà dit, fournir des services. Alors simplement, c'est avoir un reporting de ces transactions en temps réel. Donc temps réel, on en a déjà parlé ce matin, c'est de l'ordre de l'humain, c'est la seconde, ce qui est déjà beaucoup mieux que le jour suivant. Puisqu'aujourd'hui, en France, typiquement, les télécollectes, c'est la nuit. Donc, les télécollectes, c'est quand les terminaux de paiement remettent leurs transactions à la banque, leur acquéreur, la banque, leur banque à eux. Donc, ils n'ont les résultats de ces transactions que le lendemain au mieux. Donc, l'ambition première, c'était de fournir un reporting temps réel. Après, il y a eu d'autres usages dont on parlera un peu plus tard. Alors, je n'ai toujours pas parlé de Kafka, vous remarquez. J'y viens. On est parti sur une architecture microservice et entre chaque microservice, pratiquement, il y a on va dire des connecteurs d'entrée. Et entre chaque microservice, avant d'arriver aux bases de données, il y a des topics Kafka. Pourquoi on a choisi ça ? Parce que l'ambition, c'était aussi de démarrer, puisque c'est un nouveau système, on ne savait pas quelle serait l'adhérence métier, enfin business plutôt. On ne savait pas quel serait l'engouement ou pas d'ailleurs. Donc on voulait pouvoir partir de petits systèmes. Donc là je rejoins aussi ce qui a été dit ce matin sur le fait que c'est de l'open source. De petits systèmes et qu'on pouvait scaler facilement. Au bout, les bases de données, c'est de l'Elasticsearch, on en reparlera plus tard aussi. Donc on alimente des bases de données, quelquefois on publie, un même microservice peut publier plusieurs événements, et il peut être consommé, un topic Kafka peut être consommé aussi par plusieurs microservices. Donc on retrouve un peu les configurations qui ont été décrites ce matin déjà. Donc en fait, en synthèse, oui, l'objectif, c'était de pouvoir faire transiter les transactions des terminaux de paiement de manière quasi instantanée, de faire communiquer des microservices entre eux. Oui, tu fais bien de rappeler que c'est des terminaux de paiement. En fait. Notre contact avec le commerçant et le consommateur, c'est le terminal de paiement qui interagit avec le système. Et côté PMU, quel était le use case original justement qui vous a amené à choisir Kafka ? Donc on est face à une population de clients un peu particulière qui tient particulièrement à son anonymat.
pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est à la maison, monsieur veut pas que madame sache combien il parie. Et les mauvaises, c'est pour que sa banque sache pas qu'il met un peu trop d'argent au PMU et qu'il ne faut pas lui prêter de l'argent, par exemple. Donc on est face à des populations d'anonymes qui ne veulent pas utiliser Internet, qui ne veulent pas utiliser le téléphone, qui veulent utiliser le moyen qui va leur garantir au maximum de rester anonymes. Non plus, pas de carte bleue, etc. Donc ils vont en point de vente, et en point de vente, à ce moment-là, le moyen d'interagir avec eux, c'est la borne ou le terminal avec le préposé dans le bar qui va prendre ses paris. Dans ce contexte, faire du marketing interactif avec des clients qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à identifier, et avec lesquels l'interaction elle se passe en quelques secondes, le temps d'une prise de pari, c'est compliqué. Il faut du temps réel. Et en même temps, à côté de ça, mettre du temps réel dans la chaîne de prise de pari, c'est aussi compliqué. Aujourd'hui, notre chaîne de pari, elle est dimensionnée pour être capable de prendre 2000 paris à la seconde. 2000 paris à la seconde, pour ceux qui ont des systèmes transactionnels dans leur SI, vous savez à peu près ce que ça représente en termes de technologie. On a eu beau prendre le tractopelle et mettre le mainframe dehors, on n'a quand même pas révolutionné l'informatique entre les deux, et on est aujourd'hui toujours dans cette situation où c'est un challenge au quotidien. Donc rajouter du marketing dans la prise de pari, il n'en était pas question. Absolument pas envisageable de se retrouver à, en même temps que j'accusais réception de la prise de pari, je renvoyais un ticket au parieur, je n'allais pas rajouter dans cette transaction une boucle de réflexion sur qu'est-ce que je peux lui envoyer comme message, qu'est-ce que je peux lui passer comme bon à parier ou je ne sais quoi. Et donc on a réfléchi avec, à l'époque, les gens de Xebia, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'étais pas là quand ça a été lancé au PMU. Je crois que Loïc était déjà là. Et Sylvain aussi. Et on a choisi la solution Kafka pour être capable de capter l'événement avec un topic, l'événement prise de pari, et sur une chaîne parallèle, avec Kafka, être capable de pousser des messages au travers de la borne ou du terminal au client, avec dans l'esprit, si le message n'arrive pas en même temps que l'accusé de réception du pari, eh ben c'est pas grave, le message il n'est pas prioritaire, je le perds. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on ne perd pas de message et on est capable de pousser des bons à parier, de pousser des messages, des suggestions de paris supplémentaires, enfin voilà, toutes sortes d'interactions qu'on peut envisager avec le client au moment de la prise de pari, sans mettre en risque la petite prise de pari. Voilà le use case initial de l'usage de Kafka au PMU. Et du coup, est-ce qu'il y avait aussi déjà un traitement de la donnée au continu au PMU avant justement d'avoir mis en place Kafka? Est-ce que vous aviez d'autres systèmes comme TIBCO par exemple? En effet, on a aujourd'hui TIBCO qui fait partie des 3 systèmes critiques au PMU pour l'échange des données entre les hippodromes et le système d'information centrale, l'ex mainframe, et entre les terminaux, les bornes et le système d'information. Et du coup, pourquoi Kafka par rapport à ces systèmes-là? Quels sont les points de divergence entre... Alors, le premier point, c'est celui que j'ai évoqué, c'est le côté transactionnel de ce système qui le rend, entre guillemets, difficile à utiliser. Et il n'est pas ce principe d'utopique auquel on peut s'abonner et auquel n'importe quelle personne habilitée va venir se connecter pour récupérer l'information, n'est pas envisageable avec des solutions transactionnelles, où on est en point à point. Et côté Ingenico aussi, est-ce qu'il y avait pareil, des mécanismes de traitement continu de la donnée déjà en place chez Ingenico? Comme je l'ai déjà un peu dit, non, les données étaient traitées en temps différé sur des systèmes de paiement de banque. Donc l'information arrivait aux commerçants au mieux le lendemain. Je vous rappelle, on a commencé il y a 5 ans. Maintenant, vous, sur votre compte en banque, quelquefois, il y a des transactions qui arrivent le jour même. Il y a certains pays où c'est du temps réel, du vrai temps réel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, non. Clairement, chez Ingenico, à part les paiements Internet, mais ce n'est pas ma division, il n'y a rien qui est en réel avec le terminal de paiement.
Tu en parlais tout à l'heure, tu disais que la solution de base c'était pour du reporting, mais est-ce que ça a donné lieu, l'implémentation de Kafka, à de nouveaux use cases, du coup chez Ingenico, que vous avez pu implémenter? Oui, alors en fait, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle chez nous le e-receipt, c'est-à-dire la dématérialisation du ticket de paiement, c'est-à-dire la faculté de pouvoir l'envoyer par SMS, par mail ou d'autres moyens qu'on étudie. Là, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais bon, bref. C'est-à-dire, là, la notion de temps réel est essentielle puisque on va dire, le consommateur quittera la boutique, bon c'est sûr qu'il a ses articles, mais il quittera la boutique que s'il a confirmation que son paiement est le bon. Aujourd'hui, vous avez un petit papier qui est un peu la preuve du montant du paiement, du montant du paiement. Et à contrario, pour d'autres use cases, il faut que le commerçant soit sûr que le paiement soit bien enregistré. Aujourd'hui, sur un terminal de paiement, le terminal de paiement gère cet aspect-là. Mais bon, sans parler d'écologie, la tendance est quand même à la dématérialisation. Donc il y a ce nouveau usage. Depuis, on a interagi avec d'autres systèmes qui n'ont rien à voir avec le paiement. Typiquement, on interagit avec un système qui nous fournit des événements en RabbitMQ et on a trouvé plus simple de les répliquer dans une file Kafka pour la consommer avec les règles Kafka. Typiquement, ça nous sert un peu de backup, on en a parlé un peu ce matin aussi, puisqu'on a plus confiance dans notre système Kafka et puis on peut le rejouer éventuellement parce que les événements sont réputés idempotents. Il y a... Attends, je parlais du e-receipt. Ah oui, si, un use case important. Donc on a la relation, je parle beaucoup, on a la relation, vous voyez le terminal de paiement, le système derrière. On peut aussi, alors là c'est l'aspect temps réel qui est important, on va dire l'aspect temps réel de Kafka, c'est que le terminal de paiement peut requêter le message, le système, sur ce consommateur-là pour avoir des informations sur ce consommateur est revenu dans cette boutique ou chez ce commerçant-là plusieurs fois dans un laps de temps donné. Vous allez me dire, il n'y a pas de Kafka, c'est juste une requête, mais il faut que la dernière transaction soit arrivée dans la base de données pour pouvoir la requêter proprement. Donc c'est en ça que tout à l'heure je disais, ça joue à la seconde. Ça ne joue pas en 30 secondes, le client est parti déjà. Donc on est de l'ordre de la seconde. Okay, donc voilà ce genre d'usage qui se développe parallèlement. 3 use cases, e-receipt, duplication de RabbitMQ et requêtage, alerting en fait. Ok. Même question de ton côté. Est-ce que du coup cette application de bons appareillés a donné naissance à d'autres usages au sein du PMU? Alors en effet, on a beaucoup d'autres usages au sein du PMU sur Kafka maintenant. Et puis, donc les différents autres usages, j'ai entendu parler tout à l'heure sur le retour d'expérience de Philippe Maurice, du suivi de la création du compte utilisateur. On a beaucoup de mal à en baser nos utilisateurs. Aujourd'hui, ça représente à peine 10% de nos clients. Et en plus, on a des très grosses contraintes réglementaires avec la pièce d'identité, la reconnaissance de la personne, la reconnaissance de l'adresse, etc. Avoir des problèmes de temps réel dans cette chaîne de création du compte, c'est crucial pour nous. Quand l'utilisateur s'enrôle, si en plus il n'arrive pas à le faire rapidement, c'est un échec assuré. On est à 9 cas sur 10 d'abandon de création. C'est bon. Donc ces 9 cas sur 10, aujourd'hui on essaye de tout faire pour optimiser, pour ne plus perdre 9 fois sur 10 le client au moment de la création du compte. Et pour ce faire, avoir l'info en temps réel de la création de son compte, du statut sur lequel il est coincé, permet au service client d'être pertinent quand le client appelle pour avoir de l'aide dans ce processus de création du compte.
Donc ça a été un des use cases sur lequel on a utilisé Kafka. Les autres use cases, il y en a dans divers systèmes pour avoir de la data en temps réel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis le dernier use case qui pour moi est très important, enfin qui est significatif, on refond notre système de prise de pari, cet outil cœur de métier, et on va le construire autour de Kafka. Donc pour nous, c'est deux grands changements. Le premier changement, c'est passer d'une architecture CICS COBOL avec du message transactionnel à une architecture Java et Kafka. Et puis la deuxième grosse transformation, c'est qu'on va mettre tout ça dans le cloud. Et donc ça nous force à nous poser aussi des questions sur l'usage de Kafka avec une plateforme qui est aujourd'hui mutualisée sur tous les usages qu'on a de Kafka. Avoir cette problématique de Kafka dont tu parlais, Loïc, tout à l'heure, avec ton schéma où on a potentiellement un bout de Kafka dans le on-premise et puis un bout de Kafka dans le cloud. Voilà. Ok. Quels bénéfices vous observez aujourd'hui au PMU, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue technique, à avoir implémenté Kafka ? Alors d'un point de vue business, je l'ai évoqué là, c'est le côté temps réel, être capable d'interagir en temps réel avec le client. D'un point de vue technique, c'est de pouvoir nous affranchir de la problématique transactionnelle, de pouvoir publier sur un topic pour que l'ensemble des systèmes puissent consommer. Donc que ce soit toi ou Loïc, vous avez travaillé sur toute la partie collecte de la donnée, parce qu'on analyse beaucoup la donnée au PMU pour pouvoir essayer de prévoir le comportement de tous ces joueurs anonymes. Donc on a beaucoup de systèmes tiers qui sont intéressés par la donnée, et donc c'est un moyen de rendre cette donnée accessible beaucoup plus facilement. Sur un plan financier direct, je dirais qu'on n'a pas de bénéfice à passer d'un ancien système TIBCO vers cette technologie Kafka. Les deux systèmes vont devoir cohabiter pendant longtemps, je pense, encore. Et on ne va pas refondre du jour au lendemain l'ancien SI. Et du coup, on n'a pas de... Même si la plateforme Kafka va coûter nettement moins cher que la plateforme TIBCO, on ne va pas éliminer la plateforme TIBCO comme ça. Donc je ne vois pas de gain financier au niveau du logiciel ou de l'infrastructure à court terme. Ok, merci. Même question. Est-ce que tu vois des bénéfices à avoir techniquement ou d'un point de vue business à avoir mis en place Kafka ? Alors techniquement, nous, ça nous facilite la vie, puisque j'ai dit en introduction, on a une architecture en microservices. Donc ça veut dire qu'on peut corriger facilement des bugs applicatifs et redéployer. Puisqu'en fait, s'il y a un bug sur une consommation, on peut très bien le corriger, le message reste là, et relancer le microservice et consommer. Donc c'est assez pratique de pouvoir faire des corrections comme ça avec des cycles très courts. Alors d'un point de vue business, en fait, moi je viens du monde du soft embarqué temps réel, et je ne savais pas qu'il n'y avait pas ce genre de solution avant, puisqu'en fait, dans le soft embarqué temps réel, des queues avec des tâches qui interagissent entre elles, ça fait partie du boulot, quoi, depuis. Donc, pour moi, c'est assez naturel, en fait, de travailler en microservice avec des fils Kafka. Donc, disons que, voilà. Mais d'un point de vue technique, moi, je trouve assez facile. C'est plus l'architecture en microservices et que ces microservices consomment ou publient qui permet d'isoler un peu chaque part de métier. Ok, merci. Alors, Kafka, bon, c'est une super technologie, mais comme Loïc vous en a un peu parlé ce matin déjà, c'est pas non plus tout rose, ça apporte aussi son lot de questions et de problématiques, que ce soit en termes d'appropriation par les développeurs ou tout simplement en termes de RGPD. Et justement, question que je voudrais poser, comment vous avez géré les problématiques liées à la sécurité, par exemple, et aussi au RGPD qui se pose aujourd'hui, qui aujourd'hui a été validé, je veux dire, et du coup, il faut gérer ces problématiques aujourd'hui. On a des solutions, on peut travailler sur la rétention, donc la durée de vie des messages dans un topic, mais du coup, comment vous avez fait face à ces problématiques chez Ingenico ?
Alors nous, dans le monde du paiement, on a aussi des contraintes qui s'appellent PCI. Donc en gros, il y a certaines données sensibles du paiement qui sont censées être protégées. Donc d'emblée, on avait pris le parti de ne pas avoir de contraintes PCI dans un message. Donc ça, on peut élaguer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données sensibles qui transitent dans le système, ni dans Kafka, ni dans les bases de données. Puisqu'on n'est qu'un système de reporting, on n'est pas un système réellement de paiement. Après, il y a d'autres contraintes qu'on pourra voir s'il y a de... Dans la question, on verra les questions. GDPR, en fait, j'ai parlé de e-receipt tout à l'heure, de tickets dématérialisés, donc ça va à un consommateur. Je ne parle pas de la partie professionnelle qui échappe, d'après les analyses qui ont été faites, à cette problématique-là. Le fait de détenir au moins temporairement le numéro de téléphone ou l'email de quelqu'un pourrait induire ce genre de contraintes GDPR. Il se trouve qu'on ne les stocke pas. Et manifestement, la sécurité chez nous trouve que c'est suffisant. Alors on a, je vous avouerai, un peu mis sous le tapis le fait que Kafka, suivant les durées de rétention, ça pourrait rester un peu longtemps dans le système. Enfin, faut-il encore se connecter à la machine Kafka pour aller chercher la donnée, ce qui est un autre challenge. Mais pour l'instant, je dirais, comme on peut aussi jouer sur, comme tu l'as dit Charles, sur les durées de rétention des différents topics. Nous, on a des topics, on va dire, c'est ce qu'on a vu aussi ce matin, des topics à durée longue, comme tout ce qui est provisioning des systèmes qu'on peut vouloir rejouer très longtemps après l'apparition de l'événement, ou des topics à durée courte, comme quand on enrichit une transaction, une fois qu'elle est dans la base de données, on peut oublier. Donc on peut jouer sur ces durées de rétention sur un des topics, puisqu'en fait, un petit détail technique, dès qu'on envoie quelque chose à l'extérieur, on ne le fait pas directement. Kafka nous permet aussi de décorréler ce qu'on appelle dans le monde du temps réel embarqué, les domaines de temps. Donc dès qu'on a par exemple un serveur de SMS ou un serveur d'email, eh ben, on va pas directement, le microservice ne va pas directement poster le message parce qu'on ne sait pas comment le système va répondre. Donc on met dans une file Kafka et il y a un autre microservice qui va pouler les messages et qui va isoler ce domaine temporel. Donc en fait, il y a un topic en particulier sur lequel on pourrait jouer pour la durée de rétention, dans lequel il y a effectivement le numéro de téléphone en clair du consommateur. Bon, c'était un peu long. Mais merci. Mais quelquefois, c'est tout ça pour dire qu'on peut adapter la durée de rétention et on peut borner éventuellement les informations sensibles à un topic en particulier. Et côté PMU, ces problématiques de sécurité et de GDPR? Alors, côté PMU, les premiers usages étaient sans problématique, puisqu'on était sur de la donnée anonyme et sur du bon appareillé. Enfin voilà, il n'y avait aucune criticité de l'information. J'ai parlé de la création du compte. C'est une problématique récente, puisque c'est toujours pas en production, mais on est en train d'intégrer la plateforme CRM Salesforce avec notre topic Kafka pour pouvoir récupérer cette donnée de statut de création du compte. Et là, on véhicule de la donnée privée. Elle est protégée par deux choses, par le SSL pour la connexion au topic et donc l'encryption du canal de communication entre Salesforce et notre topic Kafka, et puis par la durée de rétention, puisque c'est une durée maximum d'une journée, donc on n'est pas sur on n'a pas de problématique de stockage et du coup de problèmes GDPR, de droit à l'oubli, etc. Ok, merci. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans la mise en place de Kafka? Est-ce que vous avez vu des limites éventuelles ou des difficultés particulières? Alors je dirais que comme tout bon côté, il y a le revers de la médaille. Kafka est une technologie facile à appréhender pour les développeurs des nouvelles générations, des développeurs Java, .NET, toute techno-objet, voilà. C'est facile pour eux et donc il est en usage, c'est hyper facile de commencer à développer avec. On a vu l'usage de Kafka en un an fleurir au PMU
dans les 4 gros domaines informatiques où on développe par nous-mêmes, on a vu l'usage se développer partout. On a fait le choix d'avoir une plateforme unique, mais on n'avait pas encore le côté critique de la plateforme. Et donc aujourd'hui, il nous faut rationaliser cet usage, nous assurer que même si c'est une techno facile à utiliser, que les cas d'usage sont simples, il nous faut rationaliser la façon d'utiliser Kafka, la robustesse de la plateforme et faire en sorte qu'on soit capable de supporter en 24/7 cette nouvelle plateforme critique au PM. Des problèmes Voilà nos grosses problématiques, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Des problématiques côté hub, c'est des problématiques de tout le monde peut développer, mais il n'y a pas de best practice finalement qui unifie un petit peu l'usage. Ok. Et côté Ingenico ? Alors, la première difficulté, nous, on a commencé très tôt sur une version 0. quelque chose. Et les outils de monitoring, je dois dire, étaient pas au niveau, on va dire. Depuis, en version 1 et des plumes, on a d'autres outils de monitoring qui permettent de suivre le lag dans les topics et éventuellement de détecter un problème soit applicatif qui n'est pas détecté autrement. D'ailleurs, j'ai un cas en ce moment. Cet après-midi, il faut que j'aille voir. Donc, oui, premièrement, cet aspect monitoring. Deuxièmement, on a découvert le sharding. Alors, on l'a vu ce matin avec Philippe Maurice. Il est important d'avoir une idée de sa structure métier de données pour respecter un ordre logique, puisqu'il faut que, si vous rejouez, l'état final soit toujours le même. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est mieux en y pensant avant. Il y a un autre effet pervers, c'est éviter les... Ça nous est arrivé aussi, je parle d'expérience. Voilà. Vous avez une succession de topics et de microservices, et vous finissez par avoir un bouclage, d'ailleurs un bouclage volontaire, je ne sais pas si tu te rappelles, Charles, et pour un bug quelconque, vous finissez par faire exploser le nombre d'événements. Ça peut arriver, ça nous est arrivé, donc voilà. Donc il faut quand même un peu veiller au flux de données, à bien identifier vos flux de données, les gens qui génèrent les événements, les gens qui les consomment, et ceux qui consomment, s'ils en republient d'autres, que ça aille pas ou sous contrôle dans une file qui va être reconsommée. Enfin bon, un effet de bouclage classique. Après, il y a des petits trucs côté Ops auxquels il faut penser, c'est quand vous faites une montée de version, il est bon de temps en temps de s'assurer qu'il n'y a pas de topic, il n'y a plus de données dans certains topics. Pour éviter les problèmes de compatibilité, par exemple. Puisque, en fait, autant vous pouvez migrer des données dans des bases de données, autant vous ne pouvez pas migrer les données qui sont dans Kafka. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui vous paraissent peut-être évidents, mais je vous garantis que quand vous passez à l'exercice, il ne faut pas oublier, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses auxquelles il faut penser et auxquelles on ne pense pas toujours. Voilà, des problèmes, il faut penser à tout ce qui est architecture et beaucoup de problème de monitoring, d'accord. Puis votre data, elle l'est. Micro. Oui, mais enfin, la salle est petite. Votre data, elle l'est dans Kafka. Vous ne pouvez pas la migrer. Donc il faut faire attention aux consommateurs. On a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, je ne sais plus qui, durant les questions-réponses, c'est vous qui posez la question. Effectivement, il faut faire le moins de... Aujourd'hui, on n'a pas de vérification sur le format. Il y a des métadatas qu'on a uniformisés. Et après, c'est le microservice qui prend les champs qui l'intéressent. Si vous voulez rester chez Malès. Si c'était à refaire, si demain, tu devais réimplémenter Kafka, si tu devais refaire la même chose, comment est-ce que tu le referais ? La même chose ou si je devais redémarrer sur un nouveau projet ? À toi de choisir. Non, la même chose, on va dire. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je penserais un peu mieux à l'architecture, comme j'ai dit, puisque il faudrait penser plus a priori au flux de données. Après, avoir la connaissance du tout dès le départ, c'est pas non plus évident. Et mon responsable de l'époque disait, de toute façon, on y va de manière incrémentale. Donc, bon, les erreurs, on en fait. L'essentiel, c'est qu'on ne perde pas de données, globalement. Alors, oui, il y a un truc, c'est le dimensionnement des topics. Parce que vous pouvez avoir un dimensionnement
en développement et puis un autre dimensionnement en prod. Donc il faut analyser un peu les données ou le flux de données que vous avez en prod. Puis il y a des effets qui arrivent. En R&D, vous avez peu de données. Je parlais du sharding tout à l'heure. Le problème du sharding, on s'en est rendu compte en montant en charge. Parce que en développement, vous envoyez un événement de temps en temps, ils sont tout le temps dépilés. Par contre, quand vous commencez à avoir beaucoup de flux et que vous n'avez pas bien étudié le sharding, il y a des événements qui vont, si ça n'a pas été bien étudié, qui vont arriver avant d'autres. Donc il faut bien, comme j'ai dit juste avant, je suis un peu bavard. Oui, ça se soigne, mais bon, voilà. Il faut bien comprendre ces flux de données entre les microservices, vérifier que... tout ça, oui, si c'était à refaire, on le referait avec Kafka de toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Et côté PMU? Je t'avais dit que je voulais pas répondre à cette question, donc je vais être obligé d'être désagréable. Je le referai sans Xebia. Non, c'est pas pareil. Ok, je m'en vais. Non, on lance un atelier d'extrême archi dans un peu moins d'un demi-mois avec Xebia pour justement industrialiser entre guillemets cette plateforme. Donc ça confirme qu'on le referait avec Kafka, et 2, qu'on le referait aussi avec Xebia, puisque cet extrême archi, on va le faire avec vous. L'objectif pour nous, c'est d'être capable de construire cette plateforme du futur pour le PMU autour de Kafka. Donc non, on ne changerait pas du tout le choix qu'on a fait, et l'approche très itérative avec un POC entre guillemets marketing, et puis derrière une ouverture de cette techno à l'ensemble des autres services une fois qu'on a vu que c'était capable de résister en charge et que c'était facilement exploitable entre guillemets. Après, ça aurait pu être des choix techniques aussi différents, des choses comme ça. Okay. C'est peut-être à toi qu'il faut poser la question alors. Non, moi j'anime juste. Oui, je veux juste ajouter un petit truc. Un petit. Je pense qu'à l'usage aussi, on aurait encore plus utilisé Kafka pour alimenter les bases de données. Dans l'historique du projet, on a deux bases de données, une base qui nous sert d'indexation, Elasticsearch, et une base qui nous sert de stockage. Et a posteriori, plutôt que le microservice écrive directement dans la base de stockage et un autre microservice écrive dans Elasticsearch, je pense qu'on aurait plutôt publié un événement et après consommer, puisqu'en fait, il y a comme on disait tout à l'heure, l'idempotence, on peut rejouer. Aujourd'hui, on a dans certains cas des décalages entre les deux bases de données, ce qui est très désagréable, pour des raisons quelconques. Du coup, on aurait privilégié encore plus Kafka qu'au début du projet. Eh bien, merci à vous deux. Est-ce que vous auriez des questions que vous pouvez aussi me poser techniquement, s'il y a besoin côté PMU sur les choix d'archi, que je trouve très très bien au PMU, n'est-ce pas Non, mais si on me demande à moi, je les trouve bien finalement les choix. Des questions sur les problématiques de sécurité ou plus spécifiques pour le PMU, pour un Ingenico? Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des registres. Schéma registry? Souvent, Kafka est associé à de la registry, et je crois qu'à un événement il y a quelques années, Xebia, il y avait celui qui parlait, le speaker, disait que si on n'adresse pas dès le départ cette problématique autour de la registry et qu'on le prend en cours de route, ça devient compliqué. C'est souvent quelque chose qu'il faut dès le départ penser. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les outils par rapport les solutions par rapport à ça ont évolué? Est-ce que c'est toujours un prérequis de penser à ça au départ? Ou alors c'est quelque chose qu'on peut traiter par la suite, ou pas d'ailleurs. Voilà, j'aimerais un peu qu'on élargisse le sujet au-delà des topics Kafka, proprement dit. Ce que j'aime bien avec Kafka, c'est que j'ai souvent la même réponse, moi, c'est ça dépend. C'est un peu facile. En vrai, c'est une vraie question d'architecture qu'il faut penser dès le départ, ça c'est certain. Moi, j'ai un avis dessus qui est de dire aussi que si on a la maîtrise du producteur et du consommateur, on peut s'affranchir du registry dans certains cas particuliers. Si on veut, parce que Kafka, effectivement, on fait passer ce qu'on veut. C'est une donnée brute, elle n'a pas de format, donc c'est forcément au consommateur, au producteur de se mettre d'accord. Mais le schéma registry, il est en place au PMU. Quand j'étais chez Ingenico, il n'était pas en place, je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui, je ne pense pas. Vous n'êtes pas... Exactement. Donc,
on l'a mis en place au PMU et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de faire ça, puisqu'effectivement, ça donne un schéma commun aux messages qui vont passer dans un topic. Ça va éviter de nombreux problèmes de désérialisation de messages, de nombreuses erreurs. Les consommateurs, ils sont comme ça un peu plus rassurés. C'est quelque chose qu'il faut décider dès le départ, très clairement. Et oui, aujourd'hui, on va dire, on tend vers toujours mettre un schéma registry parce que ça nous permet vraiment d'avoir un format commun, en plus d'optimisation aussi du format en lui-même qui est binaire, donc un peu plus compact. C'est vraiment une plus-value aujourd'hui. L'outil fonctionne bien. La plateforme Confluent, de manière générale, elle a beaucoup évolué. C'est plutôt facile à mettre en œuvre. D'un point de vue développement, c'est assez transparent, relativement transparent. Donc en plus, c'est plutôt facile du coup de développer avec. Et comme je l'ai dit, oui, la grosse force de ça, c'est de s'assurer qu'on aura des messages qui ont un schéma bien défini dans nos topics. Donc la réponse, c'est un choix, s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais on tend aujourd'hui vers toujours mettre en place un schéma registry, parce que c'est vraiment une grosse plus-value. Donc si on hésite, autant le mettre en place. Après, on peut aussi faire par topic. Si on veut avoir des topics qui sont sans schéma, on peut aussi le faire, pour faire transiter de la donnée binaire, par exemple. Il y a des débats. Effectivement, on en a parlé ce matin avec Philippe Maurice. Nous, on se pose la question clairement. Et on n'a pas la réponse, en fait. Effectivement, il y a des avantages à Avro, typiquement. Et puis, on peut aussi se dire, c'est finalement le consommateur qui prend la donnée. Comme il y en a plusieurs consommateurs en général par topic, qui prend la donnée qui l'intéresse, puisqu'il y a de la métadonnée. Et puis après, c'est de la donnée, c'est un body, en JSON, on met ce qu'on veut, quoi. Donc, de toute façon, si on veut mettre un registry, il faut s'assurer que tous les topics soient vides. Au départ, en tout cas, oui. Oui, après, tu peux toujours remonter tout ton cluster avec ça. Mais... Sinon, ton consommateur va avoir quelques soucis. Parce que le producteur, ce qui est bien, c'est que lui, il envoie ce qu'il veut. Par contre, c'est le consommateur qui va souffrir derrière. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à la question ? Oui, partiellement. En fait, je ne sais pas si... J'imagine que d'autres ont les mêmes contraintes que moi, parce que moi j'ai aussi des contraintes de cartographier mon SI, de cartographier les données qui transitent entre les applicatifs, au sein des applicatifs eux-mêmes, et puis également les données qui transitent entre les applicatifs. Et est-ce que justement, lorsqu'on met en place des bus comme Kafka, le fait de mettre en place une schema registry facilite également la traçabilité, le data lineage, etc., qu'on peut avoir au niveau de l'échelle d'une entreprise. Parce que moi, je suis contraint par ma sécurité et par les RGPD et d'autres à identifier, par exemple, le champ, la donnée bancaire ou le champ email. Ils veulent savoir à l'échelle du SI où il se trouve, à la fois dans les applicatifs, mais également dans les socles de médiation. Alors pour ce qui est du data lineage, je ne pense pas que ça aide, dans le sens où aujourd'hui ça fait partie de nos problématiques. On essaye de faire une cartographie de notre donnée au PMU. Il y en a partout. Elle a toujours eu du mal à être maîtrisée. Et je n'ai pas vraiment l'impression que ça nous aide. Maintenant, est-ce que si on ne l'avait pas, ce serait pire ? Peut-être. Je ne sais pas dire mieux que ça. Pour moi, ça va imposer un format technique au message, pas un format métier. Et du coup, non, ça ne va pas forcément aider au lignage, je ne pense pas, en effet. Par contre, ça va aider les développeurs et les ops. Tu voulais faire une remarque
Merci Loïc. Question, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci.